Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un livre vraiment particulier, Paranormal Made in Morocco, d'Adnan Ben Chakroun. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur le dit tout de suite, son but ce n'est ni de prouver, ni de démystifier, c'est juste une invitation à écouter les expériences humaines qui viennent un peu fissurer notre vision du réel. Il y a même une phrase qui revient tout le temps, c'est presque un mantra, je ne sais pas ce que c'était, mais je sais ce que j'ai vécu. Et ce qui rend le livre si fort, c'est sa structure. C'est vraiment un coup de génie. Il ne fait pas que lister des histoires étranges. Chaque récit est suivi de deux analyses, deux regards qui viennent de mondes complètement différents. D'un côté, on a une psychologue clinicienne, Dr El Khatib, avec une approche scientifique, thérapeutique, et de l'autre, Aïcha, une chouafa, une voyante marocaine, qui lit tout ça avec un savoir populaire, symbolique. C'est exactement ça. Et ce n'est pas un combat entre la raison et la croyance, c'est une cohabitation. L'auteur crée ce qu'il appelle un espace sûr, un endroit où ces récits peuvent exister sans être tout de suite moqués ou à l'inverse, récupérés. C'est un équilibre très rare. Alors allons-y. On va explorer cet espace et voir comment ces deux visions que tout oppose en apparence arrivent à éclairer des facettes différentes de ces histoires. On va commencer très fort, avec une expérience qui se passe aux frontières de la vie et de la mort. C'est un homme qui a un grave accident et qui vit une expérience de mort imminente, une EMI. Il se décrit en train de flotter au-dessus de son corps, aux urgences. Il voit toute l'agitation autour de lui. Et ce qui est saisissant, c'est le calme qu'il ressent, un calme absolu. Et puis il y a ce détail, cette image très nette, une montre d'infirmier qui tombe et le tic-tac qui s'arrête. Hum, hum. Et c'est là que ça devient encore plus complexe, parce qu'il y a ce qu'il appelle l'histoire dans l'histoire. Pendant son EMI, il a une vision. Il voit un grand-oncle, Abdelkader, qui est mort dans les années 40, donc quelqu'un qu'il n'a jamais connu. Et dans cette vision, cet oncle lui dit un truc comme « C'est étrange, n'est-ce pas ?» et il semble revivre la même scène. Et des années plus tard, en racontant ça à une vieille tante, elle devient toute pâle. Elle lui apprend que cet oncle Abdelkader a raconté exactement la même expérience sur son lit de mort. Ah oui, quand même. Là, ce n'est plus juste une expérience personnelle, ça se connecte à une mémoire familiale. Exactement. Ça saute une génération. C'est vertigineux. Et du coup, le double regard est passionnant. Alors, la psychologue, Dr El Khatib, elle met un nom dessus, NIE. Elle explique ça comme un mécanisme de défense du cerveau. Une sorte de dissociation pour se protéger d'un traumatisme extrême. Mais elle ne nie pas la puissance de l'expérience. Au contraire, elle parle même des effets positifs, comme une peur de la mort qui diminue. C'est très pragmatique. Oui, c'est une lecture qui cadre, qui rassure. Mais la Chouafa, Aïcha, elle, le cerveau, ça ne l'intéresse pas. Son langage, c'est celui des symboles. Pour elle, il n'a pas frôlé la mort, il a fait un passage approché, une permission temporaire. Elle dit une chose très belle. L'âme n'est pas attachée au corps comme un clou. Elle peut circuler. Et le calme qu'il ressent, pour elle, c'est la clé. Ça veut dire qu'on lui a montré quelque chose sans violence. Et l'oncle, c'est un guide, un passeur qui était là pour lui dire « Regarde, mais c'est pas encore l'heure ». C'est incroyable. L'une parle de dissociation, l'autre d'âme qui circule. Finalement, ce sont deux manières de décrire la même sensation de détachement, non? C'est ça, l'expérience vécue est la même. Et c'est là que le livre est malin. Il ne nous force pas à choisir, il montre que les deux lectures peuvent coexister pour donner du sens. L'une donne un cadre scientifique et l'autre un cadre spirituel. C'est fascinant. Mais le livre ne parle pas que d'expériences aussi exceptionnelles, il s'intéresse aussi à des choses plus communes comme la paralysie du sommeil. Le titre du témoignage est très évocateur. La nuit où quelqu'un s'est assis sur ma poitrine. Ah, ça, une expérience que beaucoup de gens connaissent. La description est classique, mais glaçante. La narratrice se réveille, l'esprit clair, mais le corps complètement paralysé. Impossible de bouger, de crier. Et cette pression sur le torse, cette certitude qu'il y a une présence malveillante dans la pièce. Oui, et son premier réflexe est très moderne. Elle rationalise. Elle va sur le net, tape les symptômes et, hop, elle trouve. Paralysie du sommeil, hallucination hypnagogique, ça la rassure. Elle met des mots sur sa peur. Le mystère semble résolu. Sauf que, il y a un sauf que. Le détail qui fait tout basculer. Un soir, elle en parle à sa voisine du dessus, une dame plus âgée. Et là, la voisine blêmit et lui dit qu'elle a vécu la même chose,
dans le même appartement, 25 ans plus tôt. Et ce n'est pas tout. Une autre locataire avant elle aussi. Toujours cette pression, cette présence. Et toujours vers la même heure. Ah non. Là, l'explication neurologique seule, elle commence à être un peu courte. On passe d'un trouble personnel à un phénomène lié à un lieu. La question c'est, est-ce de la suggestion, une contagion psychique ou autre chose? Une sorte de mémoire des lieux? C'est toute la question, oui. Alors, nos deux expertes. La psychologue confirme le diagnostic, bien sûr, le mécanisme est connu, mais elle est très fine, elle dit que le fait de partager l'histoire a renforcé l'angoisse. L'expérience est devenue une légende de l'immeuble. Pour elle, le but est d'aider la patiente à reprendre le pouvoir symbolique sur ce qui lui arrive. D'accord. Elle reste centrée sur la personne. Et Aïcha, la chouaf, j'imagine qu'elle s'intéresse au lieu. Exactement. Elle s'intéresse aux détails que la science ignore. L'heure, par exemple, entre 3 et 4 du matin. Elle dit « la nuit a des portes », des moments où le voile est plus fin. Mais elle ne parle pas d'une attaque de djinn, elle parle d'un déséquilibre. Pour elle, cette pression, c'est le corps qui se bat parce que l'âme qui a voyagé pendant le sommeil n'est pas encore bien revenue. Et elle finit avec cette phrase « les immeubles gardent les peurs. Les angoisses s'imprègnent dans les murs. » Waouh! D'un côté, le psychisme, de l'autre, la mémoire des murs. Le livre explore aussi une autre dimension, celle du temps. Avec un rêve prémonitoire assez dingue, le témoin est un homme très rationnel, un fonctionnaire pas du tout mystique. Et c'est ce qui rend l'histoire si forte. Il fait un rêve d'une précision folle. Un accident de voiture sur une route qu'il connaît. Mais ce qui le marque, ce sont les détails. Une seule chaussure de sport sur l'asphalte, un téléphone à l'écran fissuré et la montre de la victime arrêtée à 17h42. Et bien sûr, le rêve devient réel. 2 jours après, un cousin l'appelle. Un membre de la famille vient de mourir dans un accident, au même endroit. Et le pire, c'est qu'il y a une photo de la scène. Et sur la photo, on voit la chaussure seule sur la route. Et le détail qui tue, c'est que la montre de la victime a été retrouvée, cassée, arrêtée à 17h41. 1 minute d'écart. C'est presque plus troublant que si c'était l'heure exacte, vous ne trouvez pas? Oui, c'est plus organique, moins parfait. Une sorte de sixième sens, et qu'il annulait des voyages juste sur un pressentiment. 1 minute d'écart. Mais comment la psychologue gère un détail aussi concret? Une coïncidence? Non, elle ne balaye pas ça d'un revers de main. Elle parle de notre cerveau comme d'un organe prédictif. Il simule sans cesse des scénarios. Elle parle aussi de la mémoire qui se reconstruit après coup, mais elle admet que la précision des détails est profondément troublante. Son enjeu à elle, c'est d'aider la personne à gérer ce sentiment de vulnérabilité. L'idée que le futur est peut-être déjà écrit, c'est terrifiant. Et la Chouafa? Sa lecture doit être plus directe. Beaucoup plus. Pour elle, c'est simple. Ce n'était pas un rêve, c'était un avertissement. Le futur, dit-elle, projette déjà son ombre sur le présent. Mais, et c'est ça qui est profond, la vision ne donne pas le pouvoir de changer les choses. Elle est là pour préparer le cœur, pour que le choc ne détruise pas tout. On voit bien le schéma qui se dessine. La psychologue ramène toujours l'expérience à l'individu, à son monde intérieur. Alors que la Chouafa, elle, connecte l'individu à plus grand, la famille, le lieu, le destin. Au fond, quel est le message de l'auteur si on prend un peu de hauteur? Son but n'est surtout pas de nous faire choisir un camp. Son projet, c'est de sauver ces récits du double danger qui les menace. D'un côté, le mépris du rationalisme qui dit « c'est en votre tête », et de l'autre, la récupération par la superstition qui veut en faire des preuves. Il crée juste cet espace pour que l'expérience humaine, dans toute son étrangeté, puisse être entendue. Voilà. Et en faisant ça, il dit quelque chose de très actuel. Pas forcément que le paranormal existe, mais plutôt que notre compréhension du réel est incomplète. C'est un appel à une science plus humble et à une écoute plus fine. Absolument. Et le contexte marocain n'est pas un décor, c'est un laboratoire, un endroit où ces deux mondes cohabitent dans la vie de tous les jours. La psychologue et la chouafa, elles habitent le même quartier. Elles sont parfois consultées par les mêmes personnes pour les mêmes angoisses. D'ailleurs, le livre se termine de façon très subtile, sur un témoignage qui reste inachevé, comme pour dire que certaines expériences n'ont pas besoin d'être résolues, juste d'exister. C'est une très belle façon de conclure. Oui.
Et la postface propose une dernière piste de réflexion. Elle suggère que ces témoignages ne demandent pas qu'on y croie. Ils demandent à être reconnus comme des données humaines. Leur effet principal, c'est de nous forcer à suspendre notre jugement. Donc la question finale, ce n'est pas de savoir si c'est vrai ou faux. La vraie question, c'est peut-être: que se passe-t-il en nous quand on accepte de vivre avec l'incertitude? Et si le paranormal, finalement, n'était que le nom qu'on donne au réel avant d'avoir trouvé les mots pour le comprendre?